Francis Cransac m'a proposé d'intervenir en relation avec l'opéra, l'histoire de l'opéra. J'ai tout de suite pensé à Wagner, et pensant à Wagner, j'ai tout de suite pensé à la tétralogie, puisque l'œuvre opus magnum de Wagner est donc un opéra de 15 heures en 4 moments différents, et complètement traversé, comme je vais essayer de vous le montrer, par une thématique incendiaire. Alors, abordant la tétralogie, c'est une composition qui a occupé Wagner pendant 28 ans. Wagner renoue avec des thématiques mythologiques, des thématiques mythologiques germaniques ou nordiques. Il s'immerge dans les récits mythologiques donc, du Nord. Et dans ces récits, les éléments incarnés occupent une place importante. Ainsi, dans la tétralogie, il y a 3 personnages qui, à eux seuls, incarnent les éléments. Il y a Erda, la déesse de la terre, qu'on va retrouver dans l'Or du Rhin, puis dans Siegfried et dans le Crépuscule des dieux. Il y a bien sûr les filles du Rhin qui ouvrent le cycle avec donc, le début de l'Or du Rhin et qui le close avec le final du Crépuscule des dieux. Et puis il y a, alors ce qui nous intéresse particulièrement en ce moment, il y a Loge, le demi-dieu du feu. Alors c'est une création complètement originale, même dans l'histoire de l'opéra, puisque Loge, dans la tétralogie, apparaît sous 2 formes. Dans l'Or du Rhin, sous la forme d'un personnage, vous allez le voir, vif, manipulateur. Et puis ensuite, dans les autres opéras de la tétralogie, sous la forme de flamme, donc il y a une incarnation vraiment d'un élément, et sous la forme aussi d'un leitmotiv magnifique, un des plus beaux leitmotivs composés par Wagner. Donc, Loge, dans l'Or du Rhin, a une place particulièrement importante. C'est lui, par son récit du vol de l'anneau, alors je ne vais pas vous réviser la tétralogie, mais c'est lui, par son récit du vol de l'anneau, qui déclenche la catastrophe qui commence dans l'Or du Rhin et qui va arriver à son climax avec le Crépuscule des dieux. Et c'est lui qui, également, s'attire la haine des dieux pour lesquels il a un mépris manifeste. Alors, ce caractère manipulateur de Loge a suscité un certain nombre de commentaires, dont celui d'Adorno, qui a vu en Loge une sorte de représentation du juif, selon les représentations, bien sûr, de l'époque, selon les préjugés de l'époque. Donc un personnage manipulateur qui collait logiquement avec l'antisémitisme maladif de Wagner. Donc il y a une espèce d'obsession pour l'antisémitisme qui est reconduite par Adorno, qui voit en Loge l'idée, donc l'image de l'intellectuel juif, ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans plusieurs mises en scène, notamment dans l'extrait qu'on va vous montrer tout à l'heure de Patrice Chéreau. On sait que ceux qui connaissent la tétralogie mise en scène par Chéreau, donc vous allez voir un extrait, Chéreau a transposé l'histoire de la tétralogie dans la société industrielle du XIXe siècle et il a introduit aussi la notion de lutte des classes à l'intérieur de la tétralogie, ce qui est manifeste dans l'Or du Rhin et dans le Crépuscule des dieux. Alors, lutte de classe, avec des personnages qui sont représentés par Albéric, qui représente le prolétaire. Il y a un texte extraordinaire de Georges Bernard Shaw qui montre comment Wagner a vraiment personnifié le personnage, transposé le personnage du prolétaire dans les tréfonds du Nibelungen. Et l'autre personnage aussi qui participe à cette lutte de classe du côté des vaincus, c'est donc Loge, qui personnifie l'intellectuel petit bourgeois méprisé par les dieux. Alors, malgré
malgré ce mépris, malgré l'hostilité que lui manifestent les dieux, c'est quand même Log qui va les sortir de la panade, si l'on peut dire. Notamment pendant l'Or du Rhin, alors ça renvoie à la scène qu'on va voir encore tout à l'heure. Les dieux se sont mis dans une sale position. Vous savez qu'ils se sont fait construire. Vous vous rappelez. Ils se sont fait construire le château, leur résidence secondaire, voilà, parce qu'ils rêvent de luxe et de mollesse. Ils se sont fait construire leur résidence secondaire par les géants. En échange, ils leur ont promis Freya, donc la déesse Freya, possessrice des pommes d'or qui donnent l'immortalité. Ça suscite une scène de ménage entre Wotan et son épouse, à tel point qu'ils ont envie de se sortir du truc. À ce moment-là, Log intervient et leur dit, au lieu de donner Freya, parce que vous allez vraiment vous mettre dans un sale pétrin, reprenez plutôt l'or et en échange, les géants vont être contents. Donc ça suscite une série de catastrophes. Quand même, Log habilement emmène Wotan dans les souterrains et avec une ruse de balayeur, il arrive à voler à Albéric l'anneau en lui disant ah ouais, tu peux te transformer j'ai vu que tu pouvais te transformer en dragon, mais saurais-tu te transformer en tout petit animal, par exemple un crapaud? Alors, Albéric un peu bêta, et se transforme en crapaud, lui met la main dessus, il pique l'or, et les choses s'arrangent. Donc, on va voir le final de l'Or du Rhin, au moment où Log, qui a donc sorti les dieux de leurs difficultés et tout ça, en échange, ne reçoit que mépris et que paroles condescendantes. Et à ce moment-là, dans ce final grandiose de l'Or du Rhin, au moment où les dieux montent vers le Valhall, Log a ses paroles, et ils courent à leur catastrophe avec leurs prétentions ineptes. Et tout ça. Enfin, ils lancent une malédiction qui va s'accomplir beaucoup plus tard. Donc je vous propose qu'on voit tout de suite le premier final. On va voir trois durant mon intervention. Trois finales rassurez-vous, ce sera environ 3 à 4 minutes à chaque fois. Et c'est donc le premier final, celui de l'Or du Rhin. Donc la mise en scène de Patrice Chéreau et dirigée par Pierre Boulez.
Merci, mais sauf que les wagnériens attentifs que vous êtes ont reconnu que ce n'était pas du final de l'Ordre du Rhin, mais bien du crépuscule des dieux. Alors, il est vrai que Wagner a écrit ses opéras dans le sens, à l'inverse du sens chronologique, donc on retrouve cette inversion. Mais néanmoins, il faut retrouver sur ses pieds. Alors là c'est effectivement l'Ordre du Rhin. Donc tout est un peu à l'envers cet après-midi. J'étais presque content qu'il ne se passe rien pendant ta communication. Eh bien, c'est raté. Oui, alors si vous voulez, on peut continuer donc sur le deuxième opéra, La Valkyrie, sachant que donc, dans l'extrait que vous auriez dû voir de l'Ordre du Rhin, Log a cette parole définitive en disant il me dégoûte trop, je ne veux plus être de leur monde, et il décide de quitter donc le monde des humains et de devenir une flamme. Une flamme dansante, une flamme incarnée par cet extraordinaire leitmotiv. Alors, pour faire un peu de commentaires sur la vie de Wagner, donc la tétralogie est écrite sur 28 ans, donc entre 1849, c'est-à-dire le moment où 1849, au moment où Wagner faisait le coup de feu sur les barricades de Dresde avec Bakounine, c'est-à-dire qu'il était vraiment immergé dans les problématiques révolutionnaires de son époque. Et c'est le personnage de Log reflète un peu cette haine de classe et ce désir incendiaire. Que ensuite Wagner, donc il termine la tétralogie dans les années 74-75. À ce moment-là, Wagner n'est plus du tout le révolutionnaire qui faisait le coup de feu à côté de Bakounine, qui était influencé par les thèses de Feuerbach ou de Stirner sur les thèses anarchistes matérialistes. Il est plutôt empreint de la philosophie de Schopenhauer, la philosophie pessimiste du renoncement, qu'on va trouver, d'ailleurs des thématiques qu'on va trouver dans Tristan et Isolde ou dans Parsifal. Donc, pour revenir à Log, il décide d'abandonner sa forme humaine. Et il va néanmoins jouer dans l'opéra suivant un rôle important, puisque c'est lui, dans le deuxième final que vous allez voir, c'est lui qu'on va retrouver et qui va être le moteur, le dénouement de l'action, puisque, en 2 mots, je vous rappelle l'argument de la Valkyrie, enfin en tout cas l'essentiel. Brunhild a désobéi à son père en protégeant Siegfried et sa mère Sieglinde. Pour la punir, Wotan décide de l'entourer d'une barrière de feu. Alors, la deuxième thématique du feu, le feu comme interdit, le feu comme barrière, comme prison, dans l'entourer d'une barrière de feu que seul pourra traverser un héros qui n'a jamais connu la peur. Et ce héros, ce sera bien sûr Siegfried. Donc on va, excusez-moi de ce petit rétablissement, mais on va voir le deuxième extrait. Oui, c'est un peu prématuré, mais bon. Voilà, on va voir le deuxième extrait, donc le final de la Valkyrie. Et là, j'ai choisi une autre mise en scène, puisque autant le premier extrait que je vous ai montré dans la tétralogie, qui aurait dû être celui de l'Ordre du Rhin, c'était la mise en scène de Chéreau, donc immergé dans l'histoire. Là, ce que je vous ai choisi de vous montrer, c'est la mise en scène, c'est un document d'ailleurs inédit, de Bob Wilson, qu'il a monté au Châtelet en 2006. Là, à la différence de Chéreau, Bob Wilson, on est vraiment dans le mythe, dans l'immatérialité, dans l'intemporalité, puisqu'il transpose ça, vous allez le voir, dans un univers qui rappelle plus le no japonais
que les luttes de classe en Allemagne au XIXe siècle. Donc, on va voir tout de suite l'extrait, donc le final de la Valkyrie, mise en scène de Bob Wilson, dirigé par Christoph Eschenbach. Je peux traduire en même temps. Log, écoute, viens, je t'appelle. Je t'ai d'abord trouvé sous la forme de brasier, puis tu m'as échappé sous forme de flamme errante. Debout, flamme dansante, en cercle de feu, le rocher.
J'en ai arrêté les applaudissements. Alors, Attends, petite précision, tu dis que c'est inédit. Il y a un espoir que cette tétralogie-là soit commercialisée ou pas? Non, parce que Robert Wilson m'a fait la gentillesse de me permettre de la filmer intégralement en haute définition, mais c'est pour sa propre collection. Non, pas à moi, même, c'est pas exactement... Bon, enfin, tous les copyrights ne sont pas... Non, on peut le visionner l'intégralité à la Public Library de New York ou dans les archives de Robert Wilson à Long Island. Bon, je vous souhaite, c'est un endroit de voilà rêve. qui est précis. Donc, voilà. Excuse-moi de cette interruption. Et puis, le final... Alors, il n'y a pas de sous-titres, mais vous avez compris la dernière phrase de Wotan qui lance la problématique de l'opéra suivant, qui est Siegfried, que celui qui craint la pointe de ma lance ne traverse jamais le feu. Donc, c'est l'enjeu de l'épisode suivant. Il faudra trouver un héros qui n'a jamais eu peur et qui saura maîtriser le feu. Alors, évidemment, tout le monde pense à la scène ultra célèbre de Siegfried, la scène de la forge. Je ne vais pas vous passer la scène de la forge, d'une part parce que je pense que vous avez eu votre bonheur de forge dans la journée d'hier, et d'autre part parce que je trouve que c'est la plus mauvaise musique jamais composée par Wagner, et qui rappelle... Au moins c'est clair. Et qui rappelle seulement les pires épisodes de la musique allemande au XXe siècle. Il sera très réutilisé après à toutes sortes de sauces qu'on peut imaginer. Alors, on va retrouver, donc vous ne verrez pas Siegfried, mais on va retrouver donc le personnage de Log, enfin, sous sa forme mythique de flamme et de leitmotiv musical, donc dans la tétralogie que vous avez pu voir tout à l'heure prématurément. Alors, comme on ne manque jamais un moment de s'instructionner dans les rencontres d'Aubrac, hier j'ai été frappé dans l'intervention de Xavier Laurent Salvador par le thème d'antipéristasie. Et c'est vraiment, je trouve, ce qui se passe, et ça me donne une occasion d'une conclusion un peu en forme de pirouette, c'est ce qui se passe à la fin donc, du crépuscule des dieux, que vous avez pu voir tout à l'heure, puisque donc, le bûcher s'enflamme ainsi que le Valhalla. Le Rhin déborde de son cours d'eau. Les deux éléments contraires se rencontrent, et qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort une immense énergie, une immense vapeur qui est vraiment le début de la civilisation industrielle, le crépuscule des dieux, et en même temps l'invention du moteur à vapeur. Voilà qui est clair. Non, mais il fallait qu'on vous surprenne jusqu'au bout. Il fallait arriver à trouver une conclusion. Non, mais voilà, quand on a parlé tout à l'heure de la tétralogie comme opéra des flammes, c'est vrai que les flammes, le feu est présent à la fois, c'est le feu intérieur de Loge, ce personnage, ce vif argent, c'est vraiment incarné par cette intelligence bouillonnante. C'est le feu comme prison, comme interdit. C'est le feu purificateur. Et là on retrouve la philosophie de Schopenhauer, où Wagner renonce, comme il le fera dans Tristan, à avoir des personnages historiques, mais des personnages, c'est des personnages qui se sacrifient, qui renoncent à la volonté de vivre. Et c'est enfin le feu instrumentalisé, celui de la forge de Siegfried. Voilà, je vous remercie, je m'excuse pour cette approche un petit peu chaotique. Merci beaucoup, mais tu restes avec nous parce que, à propos des deux communications que nous venons d'entendre, je vais me tourner directement vers la salle. Je voulais juste préciser, puisqu'on a évoqué Stravinsky, c'était bien naturel, que la Baba Yaga dont on a parlé tout à l'heure, elle fait aussi partie de ces fameux tableaux d'une exposition mise au piano par Moussorgsky et orchestrée, comme vous le savez, par Ravel et par d'autres, parce qu'il n'y a pas que la version de Ravel, et qu'enfin le Coq d'Or
dont on vous a parlé de Pouchkine, c'est également un opéra de Nikolai Rimsky-Korsakov. Vous ne pouviez pas échapper au facteur d'opéra cet après-midi. Le micro maintenant est à vous pour que vous posiez des questions, que vous réagissiez sur ce qu'on vous a donné à voir et à entendre. Et avec Chantal, comme à l'instant, on ne peut pas dire que vous ayez manqué d'image. Oui, mais comme on a commencé par le dernier, c'est peut-être un peu stupide de finir par montrer le début de l'histoire. Ah bah si vous aimez qu'on fasse un truc stupide, je ne comprends pas. Vous voulez qu'on... Oui. Alors si c'est possible, on remonte le temps et on montre l'extrait, le final de l'Ordre du Rhin, donc, où on va voir donc, les dieux monter vers le Valhall et Log dégoûté par leur mépris, par leur suffisance, donc lancer une malédiction. Et vous allez voir qu'à la fin, si on peut voir le document, Log, dans la mise en scène de Chéreau, Log ferme le rideau, comme dans un guignol. C'est ça.
rideau. Oui. Juste ce que j'étais en train de vous dire en bon brechtien, un geste brechtien de Chéreau, il confie à Log la tâche de fermer le rideau, de tirer le rideau, comme s'il s'agissait d'un théâtre de marionnettes qu'il domine totalement.